S'il y a un espace dans le sport où l'homophobie est la plus évidente, c'est bien dans le football. Lorsque ce ne sont pas des chants homophobes, c'est une déclaration prononcée par un joueur, ou encore un autre refusant de porter un brassard arc-en-ciel, ou au pire, des insultes homophobes sur le terrain. Les différentes institutions dans le foot proposent depuis quelques années différentes initiatives pour lutter contre ce problème et essayer de mettre un carton rouge à l'homophobie dans le sport. Aujourd'hui, on se retrouve à Clairefontaine, le temple de l'équipe de France où la FFF organise la 2e édition du tournoi des fiertés. C'est donc l'occasion parfaite de vous faire découvrir l'événement et de parler d'homophobie dans le foot avec les participants. On est très contents et contentes d'être là, d'avoir cette opportunité de jouer à Clairefontaine, qui est quand même un endroit spécial. Il y a beaucoup de débutants et débutantes et c'est très important en fait d'ouvrir ces espaces-là pour ces personnes et que tout le monde se sente ultra légitime de jouer au foot, alors que d'habitude le foot c'est un peu plus conservateur. Je pense que c'est une très belle initiative. C'est la 2e édition. J'avais déjà honoré la 1re édition. On a maintenant des clubs de football, en plus des associations militantes sur ces sujets, et un très beau collectif qui permet vraiment de célébrer notre diversité, de célébrer le vivre ensemble. On est arrivé la veille, donc là c'était cool de pouvoir dormir à Clairefontaine. Et ce matin, il y avait un temps institutionnel et petit tournoi là dans la journée. Et ça se termine avec un match de gala là, qui est en train de se dérouler derrière nous, et avec des joueurs et des joueuses qui ont des maillots arc-en-ciel. Donc ça fait plaisir de voir ça. Le sens de ce tournoi inclusif, c'est ça, ce tournoi des fiertés, c'est dire la fierté que doit avoir chacun de sa différence, de sa singularité, et de porter tous ensemble ce message d'inclusion, de mixité, de respect. Cela fait déjà plus de 20 ans que la lutte contre l'homophobie dans le football en France est engagée. En 2003 naît l'association Paris Foot Gay, qui parvient à faire signer en 2007 une charte à la Ligue de football professionnel ainsi qu'à plusieurs grands clubs, afin de lutter contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle. Au fil des années, différentes campagnes de sensibilisation sont mises en place, comme l'opération des lacets arc-en-ciel en 2014. Mais ce n'est véritablement qu'à partir de 2019 que des actions sont organisées de manière systématique par la LFP autour du 17 mai, la journée internationale contre l'homophobie. Le problème, c'est que chaque 17 mai, les joueurs refusant de porter brassard ou maillot arc-en-ciel font bien plus de bruit que les campagnes elles-mêmes. Les joueurs réfractaires étant plus nombreux chaque année, les LFP tâtonnent pour trouver un dispositif qui fasse consensus. En 2026, on finit par abandonner le drapeau arc-en-ciel et la date symbolique du 17 mai par une campagne indistincte contre toutes les discriminations. Et nous, on se demande, face à cette décision de la LFP, quel est l'avis de la Fédération française de football sur cette volonté d'universalisation des oppressions? Je ne vais pas porter de jugement sur les actions de la Ligue, sauf à être absolument convaincu que la Ligue s'efforce de mener des actions très volontaristes pour la défense des droits LGBT notamment. Après, nous, notre conviction, en ce qui nous concerne, c'est qu'il faut nommer les choses, voilà, si on veut bien les combattre. Je ne vais pas reprendre la fameuse phrase de Camus, mais il faut nommer les choses pour ce qu'elles sont, et c'est comme ça qu'on arrive à faire avancer les choses. Et donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, positivement, le tournoi des fiertés, il a un sens. C'est lutter contre la LGBT-phobie. C'est promouvoir le droit des unes et des autres de vivre comme ils l'entendent, leur façon d'être, leur sexualité, leur genre. Et ça, le football, c'est un lieu où tout le monde doit être accueilli. C'est un lieu qui doit être inclusif. Et donc, on met des mots sur les choses, et c'est le sens du tournoi des fiertés. Bon, d'un côté, on a la LFP qui invisibilise le drapeau arc-en-ciel et n'en fait clairement pas assez pour lutter contre l'homophobie dans les stades. Et de l'autre, la FFF qui nous propose chaque année ce joli tournoi des fiertés. Mais au-delà des campagnes, des initiatives et de la visibilité, que peut-on vraiment faire pour lutter efficacement contre les chants et les actes homophobes et responsabiliser la Ligue, les clubs, les joueurs et les supporters ? Les associations concernées proposent d'introduire dans la loi une obligation de résultat avec des sanctions automatiques dans les cas contraires. On a un groupe interassociatif avec lequel on réfléchit et on essaie de faire du plaidoyer. Donc on a bossé avec d'autres assos dont SOS Homophobie, Panam Pride, Rouge Direct, la Fédération Sportive LGBT pour appuyer l'amendement parce que sans ça et sans contrainte, en fait, les clubs mettront rien en place. S'ils n'ont pas d'incitation, ils n'ont aucun intérêt à le faire. C'est très important d'arrêter les matchs
pendant des chants. Effectivement, il y a des volontés à faire mieux, mais je pense que s'il y a des lois, des choses qui sont plus inscrites, ça serait encore mieux. Il manque quand même beaucoup d'applicabilité dans le foot, notamment par rapport à ça. Pour répondre à ce besoin, Danielle Simonet, une députée écologiste, souhaite rendre les clubs responsables des actes homophobes dans les stades. L'idée, c'est de donner clairement la possibilité aux associations de poursuivre un club dans lequel il y aurait des problèmes. Celui-ci pourrait alors être contraint à mettre en œuvre des mesures de lutte contre l'homophobie. Je ne sais pas s'il faut une disposition législative, mais cette obligation de résultat, elle est déjà consacrée par la jurisprudence du Conseil d'État. Alors il faut des décisions. Il faut absolument que ce qui est inacceptable ne soit pas accepté. Il n'y a pas de bulle qui serait le match à l'intérieur de laquelle le droit serait bafoué et l'inacceptable serait accepté. Voilà, il faut faire exploser ces bulles. Voilà. Donc la jurisprudence le consacre déjà. Est-ce que ça doit être consacré par une disposition législative? Pourquoi pas, mais ça c'est l'affaire du législateur. En tout cas, la volonté doit être là. La députée voulait défendre un texte au mois de mai, mais cette discussion a dû être reportée. Souvent on parle d'une homophobie dans le foot pour désigner une homophobie entre les hommes, mais est-ce qu'il y a aussi une lesbophobie? Effectivement, ça existe et ce qui est bien notamment dans les assos queer, c'est que toutes les luttes sont réunies ensemble. C'est contre toute discrimination, que ce soit lesbophobie, biphobie, homophobie, mais aussi contre les discriminations raciales qui est très importante. On ne peut pas juste lutter pour une cause, il faut que ça soit interclasse pour que ça avance. Ce matin vous parliez d'un lien essentiel entre homophobie et misogynie. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus et en quoi ce lien doit être abordé dans le foot? Quand on lutte contre une forme de discrimination, il faut pouvoir lutter contre toutes les autres discriminations. Et concernant la misogynie et le sexisme, c'est les racines du virilisme qui est aussi une racine commune avec l'homophobie et la LGBT-phobie. Donc à partir du moment où on lutte contre le sexisme, on vient aussi déconstruire ce que c'est d'être un homme dans la société, les inégalités entre les hommes et les femmes. Enfin, c'est remettre en cause un schéma qui pollue un peu nos rapports humains et sociaux. Aujourd'hui, l'homophobie dans le football reste un problème qu'il faut continuer à combattre. Et alors que les initiatives de visibilité portées par les institutions se font de plus en plus rares, il est plus important que jamais de continuer à jouer, de s'inscrire dans les clubs LGBT+, les plus proches de chez soi et d'occuper des espaces qui nous ont longtemps été refusés, mais qui peuvent aussi pleinement nous appartenir. C'était Rémi Fleury pour le magazine Têtu.